Ezechiel Matamba, un homme âgé et mal habillé, a été publiquement humilié lors d'une soirée de l'élite espagnole après s'être approché d'une Ferrari hors de prix. Le propriétaire de la voiture, un jeune millionnaire, s'est moqué de son apparence et a lancé un défi cruel. Si tu arrives à la démarrer, elle est à toi. Tout le monde a ri. Mais lorsqu'Ezechiel a tourné la clé, personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Le jeudi soir était particulièrement froid à Madrid, mais à l'intérieur du palais de Cibele, la chaleur humaine et la lumière étincelante des lustres créaient une atmosphère de luxe absolu. Le gala caritatif de la haute société espagnole battait son plein avec plus de 200 invités déambulants entre les salons ornés de marbre et d'or. Les conversations animées se mêlaient à la musique douce d'un quintuor à cordes installé discrètement dans un coin. Au centre du salon principal, une Ferrari 488 GTB rouge trônait sur une plateforme tournante éclairée par des projecteurs. La voiture brillait comme un joyau. Ses finitions en fibre de carbone reflétaient la lumière dorée des lustres centenaires. Des cordons de velours rouge maintenaient les curieux à distance. Mais cela n'empêchait pas les commentaires admiratifs sur cette machine d'exception. Rodrigo Blanco de la Vega, 32 ans, était sans conteste la vedette de la soirée. Héritier d'une des plus grandes fortunes de l'industrie automobile espagnole, il avait fait de sa présence un véritable spectacle. Son smoking italien valait plus que ce que bien des gens gagnent en 6 mois, et sa montre Patek Philippe à son poignet représentait une petite fortune. Rodrigo adorait être le centre de l'attention et savait parfaitement comment capter tous les regards. Ce bijou est arrivé directement de Maranello la semaine dernière, racontait-il à un groupe d'entrepreneurs impressionnés en désignant la Ferrari. 0 km personnalisé rien que pour moi. Le moteur V8 développe 670 chevaux. Elle passe de 0 à 100 en à peine 3 secondes. Il marqua une pause dramatique, savourant l'attention. Elle m'a coûté exactement 580 000 € sans compter les options exclusives. Les hommes autour de lui sifflèrent d'admiration. Les femmes habillées de robes somptueuses s'approchaient pour mieux entendre, certaines posant des questions sur l'intérieur en cuir fait main ou sur la vitesse maximale. Rodrigo répondait avec assurance, démontrant une connaissance technique superficielle mais suffisante pour impressionner les non-initiés. Bien sûr, ce n'est pas juste une question d'argent, poursuivit Rodrigo en ajustant les poignets de sa chemise. C'est une question d'accès. Accéder au meilleur que le monde a à offrir, faire partie d'un cercle exclusif de gens qui savent ce que qualité veut dire. C'est au milieu de l'un de ces discours improvisés que Rodrigo remarqua une présence déplacée. Près de l'entrée latérale du salon, un homme noir aux cheveux gris observait la scène avec attention. Il portait un manteau sombre, visiblement usé, un pantalon marqué par le temps et des chaussures qui avaient visiblement beaucoup marché. Il devait avoir environ 60 ans et quelque chose dans son regard fatigué ne collait pas du tout avec cet univers d'ostentation. « Et toi, là-bas » cria Rodrigo, interrompant sa propre conversation en pointant du doigt l'homme. « Comment es-tu entré ici ? C'est une soirée privée. » L'homme se retourna calmement. Il s'appelait Ezechiel Matamba et sa posture droite contrastait fortement avec le malaise que sa présence provoquait chez certains invités. « Je suis entré par la porte principale. » Par la porte principale. Rodrigo éclata de rire. Un rire qui résonna dans tout le salon, attirant les regards. « Tu as une invitation pour cette soirée ? Parce que franchement, ça ne se voit pas. » « Bien sûr que j'en ai une. Je travaille en cuisine ce soir, répondit Ezechiel sans la moindre gêne. Sa réponse provoqua des rires francs parmi les invités les plus proches. Rodrigo voyait une occasion en or de s'amuser aux dépens de quelqu'un. Un passe-temps favori de cette élite quand elle sent qu'elle domine la situation. Regardez ça, tout le monde. Le cuistot admire ma Ferrari. Je parie qu'il n'a jamais mis les pieds dans une voiture pareille, hein. Il accompagna ces mots de gestes théâtraux, tel un acteur sur scène. Il doit être en train d'imaginer ce que ça fait d'être au volant d'un truc aussi cher. Ezechiel ne répondit pas tout de suite. Son regard restait fixé sur la Ferrari. Mais son expression avait changé. Ce n'était ni de l'envie, ni une simple admiration. C'était de la reconnaissance, comme s'il voyait quelque chose de familier. « Tu sais quoi ?» poursuivit Rodrigo en sortant les clés de sa poche, les faisant briller sous les projecteurs. « Je vais te faire une proposition intéressante. Si tu arrives à démarrer cette Ferrari, elle est à toi, ça te dit ?» Le salon entier se figea. Les conversations s'interrompirent en plein milieu. Les coupes de champagne s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres et même les serveurs ralentirent le pas. Le quintuor semblait jouer moins fort.
Imaginez la scène, lança Rodrigo à son public captivé. Un vieux cuisinier au volant d'une Ferrari dans les rues de Madrid, ce serait la blague du siècle. Les rires fusèrent dans la salle comme une vague. Les hommes d'affaires riaient à s'en rougir le visage. Les femmes élégantes couvraient leurs bouches gantées de soie, tentant de garder leur contenance. C'était exactement le genre de divertissement cruel que ce milieu appréciait, l'humiliation de ceux qu'il jugeait inférieurs. Ézéchiel resta silencieux pendant de longues secondes, observant les visages moqueurs autour de lui. Puis, avec la tranquillité de quelqu'un qui avait déjà traversé bien des tempêtes, il déclara « J'accepte votre proposition ». Le rire s'éteignit net, comme si quelqu'un avait coupé le courant. Rodrigo cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il doutait de ce qu'il venait d'entendre. « Tu acceptes ?»« Oui, vous me donnez les clés », répondit Ézéchiel en tendant la main. « Naturellement. » L'inconfort dans la salle était presque palpable. Rodrigo regarda autour de lui, cherchant un soutien dans les visages des invités, mais il ne trouva que des expressions de curiosité croissante et quelques chuchotements nerveux. Sa blague cruelle s'était transformée en un défi bien réel et il n'était plus totalement maître de la situation. « Bon, eh bien. » balbutia Rodrigo, les yeux fixés sur les clés dans sa main. « Très bien alors. Mais si tu n'arrives pas à la démarrer, tu quittes cette fête immédiatement et tu ne remets plus jamais les pieds ici. On est d'accord. » « D'accord, répondit Ézéchiel avec calme, la main toujours tendue. Rodrigo lui lança les clés avec plus de force que nécessaire, un geste destiné à humilier. Mais Ézéchiel les attrapa en plein vol avec une aisance naturelle, comme s'il avait l'habitude de ce genre de réflexe rapide et précis. Le cercle d'invités s'ouvrit naturellement, formant une sorte d'arène humaine autour de la Ferrari rouge. Les gens se placèrent à différents endroits pour ne rien rater du spectacle qu'ils s'attendaient à voir. Certains affichaient déjà des sourires moqueurs. D'autres semblaient sincèrement curieux de la suite. Quand Ézéchiel s'approcha de la Ferrari, le premier signe qu'il se passait quelque chose de différent apparut. Il n'hésita pas devant la porte, ne chercha pas la poignée, ne tâtonna pas. Ses gestes étaient directs et naturels, comme ceux de quelqu'un qui avait fait cela des centaines. « Il sait au moins ouvrir la porte », murmura Rodrigo à ses amis proches, tentant de garder un ton moqueur. Il a dû voir ça dans un film ou un documentaire. Mais lorsqu'Ézéchiel s'installa sur le siège du conducteur, l'atmosphère changea subtilement. Il ne regarda pas autour de lui avec confusion, ne chercha pas les commandes à l'aveugle. Il régla son siège avec précision, trouva immédiatement le bouton des rétroviseurs et posa ses mains sur le volant avec une assurance qui ne laissait aucun doute. Il connaissait parfaitement cet environnement. Intéressant, commenta un homme aux cheveux argentés et aux lunettes dorées. Il a l'air très à l'aise là-dedans, comme s'il savait exactement où se trouve chaque commande. Rodrigo fronça les sourcils. Une étrange sensation de froid lui serra l'estomac. Ce n'était clairement pas le scénario qu'il avait prévu pour s'amuser. Le docteur Pablo Martinez, ingénieur en mécanique respecté dans les cercles de la haute société madrilène, s'approcha de la Ferrari. Attiré par une curiosité grandissante, il avait passé toute sa carrière à travailler avec des voitures de luxe et il savait reconnaître des signes techniques que la plupart ignoraient. Ézéchiel inséra la clé dans le contact avec la facilité de quelqu'un qui l'avait fait des milliers de fois. Pendant un instant qui parut interminable, le silence fut total. Même le cliquetis des talons sur le marbre et le tintement discret des verres s'étaient tus. Le palais tout entier semblait suspendu à l'attente. Puis, d'un geste fluide et assuré, Ézéchiel tourna la clé. Le moteur V8 rugit avec une perfection qui fit vibrer le cœur de tout amateur de belle mécanique. Ce n'était pas un grondement hésitant ni maladroit, mais un son profond, puissant et harmonieux, exactement tel que les ingénieurs italiens l'avaient conçu. Le vrombissement résonna dans la salle de marbre, faisant vibrer les verres posés sur les tables voisines et provoqua un frisson involontaire chez ceux qui savaient vraiment écouter un moteur. « Mon Dieu !» murmura une femme en robe bleu roi, la main sur la poitrine. « Il l'a vraiment démarré !» Mais Ézéchiel ne semblait ni surpris ni particulièrement satisfait de sa performance. Au contraire, après quelques secondes à écouter attentivement le moteur, son expression changea. Elle se fit plus sérieuse, presque professionnelle. Il fit une moue et secoua la tête comme s'il venait de détecter un problème technique. « Il y a quelque chose qui cloche ici, dit-il, assez fort pour que tout le salon l'entende clairement. »« Quelque chose qui cloche, répéta Rodrigo d'une voix plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. De quoi parles-tu, bonhomme? Elle tourne comme une horloge. Tu as réussi. Bravo. Mais maintenant, tu peux partir.
Ézéchiel coupa le moteur avec délicatesse, sortit du véhicule, toujours avec cette assurance déconcertante. Il marcha jusqu'à l'avant de la Ferrari et désigna le capot d'un geste calme mais sûr. « Je peux ouvrir ici ?» demanda-t-il directement à Rodrigo. « Pourquoi faire ?» Rodrigo était visiblement nerveux, sa superbe s'évaporant à vue d'œil. « Elle marche très bien. Tu as gagné ton pari idiot. Maintenant, tu peux t'en aller. » Pour vous montrer exactement ce qui ne va pas dans ce moteur, répondit Ézéchiel avec un calme imperturbable. Un murmure d'intérêt parcourut la foule. Le docteur Martinez s'approcha encore, son instinct d'ingénieur totalement éveillé. « J'aimerais voir ça, déclara-t-il. S'il y a réellement un souci, mieux vaut le savoir. » Rodrigo se sentit pris au piège sous les regards insistants de dizaines d'invités. Il ne pouvait pas refuser sans perdre la face. À contre-cœur, il fit un signe de tête. Ézéchiel ouvrit le capot de la Ferrari avec la même aisance qu'il avait montré plus tôt. Il ne chercha pas la commande, ne tâtonna pas. Le capot se souleva, révélant le moteur V8 biturbo dans toute sa complexité mécanique. Il se pencha au-dessus du compartiment moteur, inspectant avec précision. En quelques secondes à peine, il désigna une pièce située sur la droite du bloc. « Cette soupape de décharge ici a trop de jeu », expliqua-t-il d'une voix calme mais empreinte d'autorité. « C'est pour cela que le moteur émet ce bruit un peu rauque à l'accélération. Ce n'est pas encore critique, mais dans environ 2000 km, cela provoquera une panne sérieuse du système de lubrification. » Le docteur Martinez s'approcha immédiatement, les yeux brillants de curiosité. Il examina la pièce indiquée, la testa du bout des doigts et son expression changea du tout au tout. « Incroyable » murmura-t-il. « Il a tout à fait raison. Il y a bien un léger jeu ici, presque imperceptible, mais qui pourrait effectivement causer des problèmes à moyen terme. Comment avez-vous pu détecter ça rien qu'en écoutant le moteur quelques secondes ?» La question du docteur Martinez résonna dans la salle comme un défi lancé à la réalité que tout le monde croyait acquise à propos de cet homme. Ézéchiel se redressa lentement, essuya ses mains avec un mouchoir qu'il sortit de sa poche et balaya la foule du regard. Une foule de visages qu'il observait désormais avec un mélange de curiosité et de malaise grandissant. « J'ai travaillé sur ces moteurs pendant 32 ans, répondit-il avec une simplicité qui contrastait radicalement avec la profondeur de sa révélation. Je connais chaque son qu'ils émettent, chaque vibration qui ne devrait pas exister. » La salle explosa en murmures. Les gens se regardaient incrédules, comme si le sol de marbre s'était soudain transformé en sable mouvant. Rodrigo éclata d'un rire forcé, nerveux, tentant désespérément de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait de plus en plus. « bien sûr, lança-t-il avec sarcasme, gesticulant de manière théâtrale. « Et moi, je suis le roi d'Espagne. Vous croyez vraiment que quelqu'un ici va gober qu'un simple cuisinier a travaillé chez Ferrari ? Chez Ferrari, mes amis, une des entreprises les plus prestigieuses du monde. » Mais le docteur Martinez ne riait pas. Son visage reflétait le sérieux de quelqu'un qui avait reconnu une expertise authentique. Il continuait d'examiner le moteur, testant certaines pièces qu'Ézéchiel avait évoquées sans les nommer. « Vous avez dit 32 ans, demanda-t-il en levant les yeux. « Dans quel département exactement ?» Le département de développement moteur de Ferrari SPA à Maranello, en Italie, répondit Ézéchiel avec une précision qui ne laissait aucune place au doute. J'ai commencé comme assistant technique en mars 1985. J'ai été promu ingénieur junior en 1991, puis ingénieur senior en 1998. J'ai travaillé directement sur le développement des moteurs V8 et V12 jusqu'en décembre 2017. « Quelle absurdité !» s'écria Rodrigo, la voix stridente et désespérée. « Tu inventes tout ça ? Quelle coïncidence grotesque !» « Mon nom complet est Ézéchiel Matamba Danto, poursuivit calmement l'homme âgé, ignorant les interruptions hystériques. Je suis né à Luanda, en Angola, en 1963. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur mécanique à l'Université de Lisbonne en 1984 avec une spécialisation en moteur à combustion interne. J'ai intégré Ferrari via un programme d'échange technique entre le Portugal et l'Italie. J'ai vécu via National 47 à Maranello pendant plus de 30 ans. Une femme élégante d'une quarantaine d'années s'approcha. Sa robe noire et ses bijoux dorés indiquaient qu'elle appartenait aux cercles les plus raffinés de la société. « Un instant, s'il vous plaît, dit-elle, la voix empreinte de reconnaissance. Je connais ce nom. Je suis Isabella Rossi,
correspondante pour la Gazzetta dello Sport sur les sujets automobiles et rédactrice en chef de la rubrique Ferrari du magazine Auto Italiana. Ezechiel Matamba. Ce nom apparaissait souvent dans les crédits des manuels techniques de Ferrari dans les années 90 et 2000, notamment ceux liés au développement des moteurs F355 et 360 Modena. Le silence qui suivit fut différent de tous ceux de la soirée. Un silence lourd, chargé d'une vérité irréfutable et du bruit sourd des préjugés qui s'effondraient face à l'évidence. Le docteur Martinez regarda Ezechiel avec un respect nouveau, comme s'il se trouvait face à une légende de l'ingénierie automobile. Si vous avez réellement travaillé chez Ferrari pendant cette période, dit-il prudemment, vous devriez connaître le modèle F355. Quel était le problème technique le plus fréquent sur cette ligne? La rupture prématurée des câbles d'embrayage, répondit Ezechiel sans la moindre hésitation. Elle survenait entre 25 000 et 30 000 km à cause de la surchauffe liée à la proximité du collecteur d'échappement. J'ai moi-même conçu la solution d'isolation thermique qui a été appliquée sur tous les modèles à partir de l'année 1997. Le docteur ferma les yeux un instant, assimilant l'information. C'était un détail technique extrêmement spécifique, du genre que seuls ceux qui avaient directement participé au développement pouvaient connaître avec une telle précision. « Mon Dieu » murmura-t-il. « C'est vrai, tout ce qu'il dit est vrai. » Isabella Rossi avait sorti son téléphone et consultait des archives numériques à toute vitesse. « Le voilà » dit-elle en montrant l'écran aux personnes proches. Ezechiel Matamba, répertorié comme ingénieur senior du développement sur au moins 15 brevets déposés par Ferrari entre 1998 et 2015, et même une photo de lui lors d'une cérémonie interne de remise de prix en 2003. Les invités commencèrent à s'approcher pour voir l'écran. Le brouhaha monta comme une vague. Rodrigo tenta aussi de regarder, mais les gens autour de lui semblaient avoir perdu tout intérêt pour ses réactions. « Si tout cela est vrai », lança une voix féminine dans la foule. « Que faites-vous ici à travailler dans une cuisine? Pourquoi n'êtes-vous plus chez Ferrari ?» Ezechiel soupira profondément et, pour la première fois depuis son arrivée dans la salle, sa posture trahit une certaine fatigue émotionnelle. Lorsqu'il parla, sa voix portait le poids amer des injustices passées. « J'ai été licencié en décembre 2017, dit-il en regardant la foule droit dans les yeux. Officiellement, c'était une restructuration pour optimisation des coûts. En réalité, un nouveau directeur général était arrivé avec une idée très précise de l'image que devaient projeter les employés de Ferrari. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Les travailleurs plus âgés, les étrangers, ceux qui ne correspondent pas à sa vision d'une entreprise italienne traditionnelle ont été les premiers à partir. Peu importait notre expérience, nos contributions, notre savoir, seule comptait l'image que nous renvoyions. « Mais vous aviez 30 ans d'expérience, protesta le docteur Martinez, visiblement outré. Vos contributions sont documentées dans des dizaines de projets. L'expérience ne compte pas quand on n'a pas la bonne couleur de peau, le bon nom de famille ou le bon âge, dit Ezechiel avec une amertume contenue. J'ai perdu mon emploi, ma maison à Maranello, mes droits à la retraite. J'ai dû revenir en Espagne où j'avais vécu enfant. Depuis, je travaille où je peux. Cuisine, événements, nettoyage, tout ce qui me permet de vivre avec dignité. » Rodrigo, réalisant qu'il avait totalement perdu le contrôle et que sa réputation s'effondrait, tenta un dernier coup désespéré. Sa voix résonna plus fort et plus hystérique qu'il ne l'aurait voulu. « Très bien, cria-t-il en agitant les bras, presque paniqué. « Même si toute cette histoire est vraie, ça ne change rien au fait que tu as gagné le pari. La Ferrari est à toi, tu peux la prendre. Considère ça comme une compensation pour les injustices que tu as subies. » Il sortit les papiers du véhicule de la poche intérieure de son smoking et les agita comme un drapeau blanc. « Voilà les documents. Je peux faire le transfert de propriété immédiatement. Tu as prouvé que tu pouvais démarrer la voiture, donc elle est à toi de plein droit. » Mais Ezechiel secouait la tête calmement, avec une sérénité qui tranchait radicalement avec la panique de Rodrigo. « Je ne veux pas de ta Ferrari, déclara-t-il d'une voix ferme. « Comment ça, tu n'en veux pas ?» balbutia Rodrigo, véritablement perdu, comme si sa compréhension du monde venait de s'écrouler. « Tu as gagné le pari. C'est une voiture qui vaut plus d'un demi-million d'euros. »« Je ne suis pas venu ici ce soir pour gagner une voiture, » expliqua Ezechiel avec patience. « Je suis venu travailler honnêtement, gagner mon salaire et rentrer chez moi. Ta Ferrari, aussi belle soit-elle, n'a aucune importance dans ce contexte. »« Alors, qu'est-ce que tu veux, bon sang ?» lança Rodrigo, complètement dépassé. Ezechiel regarda autour de lui, balayant la salle du regard.
des chefs d'entreprise, des femmes de la haute société, des intellectuels, tous désormais suspendus à ses paroles. « Je veux que vous vous souveniez de cette soirée, dit-il d'une voix claire et posée qui résonna jusque dans les recoins du palais. Que vous vous souveniez de la manière dont vous avez jugé un homme sur son apparence, sur le travail qu'il fait pour survivre, sur la couleur de sa peau, sur les vêtements qu'il porte, que vous vous souveniez exactement de ce que vous avez ressenti lorsque vous avez compris à quel point vous vous étiez trompé. » Sa voix gagna en intensité, mais ne perdit rien de sa dignité. « Je veux que vous pensiez à toutes les personnes comme moi que vous croisez chaque jour et que vous écartez d'un regard sans jamais chercher à connaître leur histoire, leurs compétences, leurs apports. Je veux que vous questionniez vos préjugés avant d'humilier à nouveau quelqu'un que vous pensez inférieur. » Isabella Rossi avança alors, sortant une carte de visite de son sac. « Monsieur Matamba, dit-elle avec respect, puis-je vous interviewer comme il se doit? Racontez toute votre histoire. Les gens doivent connaître votre parcours, votre contribution chez Ferrari, l'injustice que vous avez subie et comment le talent peut être ignoré à cause des préjugés. » « Bien sûr, répondit Ézéchiel en acceptant la carte, mais pas pour régler des comptes ou accuser qui que ce soit, simplement pour que d'autres comme moi ne soient pas oubliés, rejetés ou humiliés simplement parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que certains attendent. » Le docteur Martinez s'approcha également, tendant sa propre carte. « Monsieur Matamba, je dirige une société de conseil en ingénierie automobile. Nous collaborons avec plusieurs constructeurs européens. J'aimerais vraiment discuter avec vous de possibles opportunités de collaboration. Votre expérience est inestimable. » D'autres chefs d'entreprise s'avancèrent aussi, offrant leurs cartes, proposant des rendez-vous, exprimant leur intérêt. Cette même élite qui s'était moquée de lui quelques minutes plus tôt l'entourait désormais avec admiration et respect. Rodrigo, lui, restait seul au milieu du salon, tenant les papiers de la Ferrari que plus personne ne voulait. Son arrogance avait disparu, remplacée par un mélange de honte et de confusion. Il ressemblait à un acteur ayant oublié son texte en plein milieu d'une pièce. « Je ne savais pas, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. »« Maintenant, tu sais, répondit Ézéchiel en se tournant vers lui avec une compassion surprenante. Et j'espère sincèrement que tu apprendras de cette expérience, que tu deviendras quelqu'un de plus juste, de plus respectueux envers toutes les personnes que tu rencontreras. » Alors qu'Ézéchiel se dirigeait vers la sortie, un événement inattendu se produisit. Le docteur Martinez commença à applaudir lentement. Le son résonna dans la salle de marbre. Un à un, les autres l'imitèrent. D'abord timidement, puis avec conviction. En quelques secondes, tout le salon était debout, applaudissant chaleureusement l'homme qui était entré par la porte de service en simple employé, et repartait comme celui qui venait d'offrir à toute une élite une leçon inoubliable sur la dignité humaine, le respect et les ravages silencieux du préjugé. Ézéchiel s'arrêta à la porte, se retourna une dernière fois. Son regard balaya la salle, la Ferrari toujours étincelante sous les projecteurs et enfin Rodrigo, immobile, toujours figé avec les papiers en main. « Prends en soin, » dit-il en parlant de la Ferrari. « C'est une machine magnifique, le fruit du travail de centaines de personnes talentueuses. Elle mérite respect et admiration. » Et sur ces mots, Ézéchiel Matamba quitta le palais de Cybèle, laissant derrière lui un public transformé, une élite ébranlée et une leçon que personne n'oublierait jamais. Le lendemain matin, les principaux journaux espagnols publiaient son histoire en première page. Sa biographie complète fut retrouvée dans les archives de Ferrari et d'universités européennes. Des offres d'emploi affluèrent de toute l'Europe, voire au-delà. Mais l'essentiel s'était produit cette nuit-là. Sa dignité avait été restaurée, sa valeur reconnue publiquement et son histoire racontée comme elle le méritait. Rodrigo ne fut plus jamais le même. La Ferrari resta dans son garage, mais il apprit à la regarder autrement, non plus comme un symbole de pouvoir ou de supériorité sociale, mais comme un rappel permanent que la véritable valeur d'un être humain ne réside ni dans ce qu'il possède, ni dans son apparence, mais dans ce qu'il sait, dans ce qu'il a construit de ses mains et dans la dignité avec laquelle il affronte les épreuves de la vie. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, laissez un commentaire ci-dessous. Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette leçon. Et n'oubliez jamais, l'humilité et le respect ont leur place partout. Yeah.